Au début du film, nous voyons des gens se détendre dans un club de Los Angeles. Une jeune femme s'y dirige aussi le long de la rue, tandis que des hommes la surveillent. Il leur a été ordonné de l'éliminer, elle ainsi que son client, qui l'attend à l'intérieur. La femme entre dans la salle, s'assoit près d'un homme âgé nommé King, et celui-ci lui montre une photo de famille. Il s'avère qu'Anaïs est une tueuse à gages, mais King lui demande une aide qui n'est pas un meurtre. Le père d'une certaine Edith, originaire du Salvador, essaie de la retrouver. Elle et son petit-fils, disparu depuis 7 ans. Lui-même ne peut pas prendre l'affaire car il part à la retraite. Anaïs remarque qu'on l'épie. King se cache aux toilettes et écrit quelque chose sur sa main. Ensuite, l'homme neutralise habilement une partie des poursuivants, revient dans la salle et découvre 3 personnes abattues. Les clients se ruent dehors pris de panique. L'un d'eux se jette directement sous une voiture. Anaïs s'échappe tandis qu'un sniper tire sur King. La police appelle Maribeth Medine, la directrice du département de lutte contre les crimes financiers. Elle est indiquée comme contact d'urgence de King, son ancien patron devenu détective privé. La femme arrive à la morgue et voit l'inscription sur sa main « Trouver le comptable ». Pendant ce temps, le comptable Christian se prépare pour un festival de speed dating. Son assistante, au téléphone, l'aide à peaufiner son image. Sur sa veste, il a un papier avec un numéro pour que les filles, ayant vu son profil sur le site de rencontre, le reconnaissent. L'homme s'assoit à une table et les participantes viennent à tour de rôle. Il raconte qu'il ne croit pas à l'amour, qu'il n'a pas d'amis, qu'il vit dans une caravane. Il explique en détail ennuyeux des histoires d'impôts. Et les filles s'enfuient. Ensuite, il avoue aux organisateurs qu'il a piraté l'algorithme du site pour se créer un profil idéal, mais que le contact en personne l'a fait échouer. Maribeth arrive à la maison que louait King. Elle examine ses affaires et de sinistres photos dans les tiroirs. La femme comprend que le détective menait une enquête. Elle trouve une carte de visite de l'Académie des neurosciences avec le nom de Christian Auverseau. Elle appelle l'établissement pour vérifier s'il y travaille. Ensuite, elle demande des informations sur les personnes des photos, mais l'administratrice ne sait rien. Maribeth comprend que l'assistante de Christian les écoute. Elle décrit les indices trouvés et annonce que King a été tué. Ensuite, elle examine en détail la photo de la famille disparue. Pendant ce temps, le patron d'un marché aux poissons, Burke, passe un savon à Cobb, le chef d'un trio de tueurs, pour avoir raté la mission, éliminer Anaïs. Le sniper se justifie en disant que la fille n'a même pas compris que la cible, c'était elle et non King. Burke se souvient comment ses complices ont mis en colère des gens très sérieux qui ont embauché Anaïs. La jeune femme a massacré tout le monde, mais l'a épargnée parce qu'elle ne l'a pas reconnue. Il est sûr qu'elle finira par se souvenir et que ce sera sa fin. Maribeth arrive sur le parking de la photo de King. Là, elle tombe sur Christian. La femme dit qu'elle sait qu'il est un criminel en cavale formé par la mafia, que ses clients sont de cel type, mais elle lui propose une coopération. Ensemble, ils se rendent chez King. Au mur, il y a des photos d'une dizaine de victimes. Maribeth se demande si elles sont liées, certains ont été poignardés, d'autres sont tombés de haut. Elle raconte que, dans le club, des ex-membres des forces spéciales chiliennes ont été tués. 3 ont été abattus et 1 a été renversé par une voiture. Christian reconnaît certaines des victimes figurant sur les photos. La femme énumère des détails, déclaration fiscale, Mexique, horaire de train, pizza, poisson, photo de famille, et tente de tout relier. L'homme dit qu'il attend qu'elle termine puis qu'il fera ce qu'il doit faire. Le matin, la femme voit que Christian a réarrangé toutes les photos sur le tableau. Il explique que l'ancienne logique était primitive et qu'il a trié les clichés par probabilité de survie. En s'appuyant sur celle-ci et sur les documents fiscaux, il a mené une analyse concernant la famille disparue. Grâce à un tatouage, il a compris qu'ils venaient du Salvador et avaient franchi illégalement la frontière américaine dans le désert. L'homme indique l'endroit exact, ayant calculé combien d'eau la famille pouvait transporter en tenant compte d'un bébé dans les bras. Ensuite, la mère a trouvé un emploi dans une pizzeria. Elle vivait séparée de son mari, sans pension, mais ses revenus ont quadruplé en 2 ans. Ils arrivent à la pizzeria, Christian interroge le patron et comprend que celui-ci gonfle les bénéfices pour masquer l'arrivée d'argent d'une autre source. La conversation s'échauffe et une bagarre éclate. Christian tord les bras de son adversaire. L'homme hurle que ce n'est pas lui qui vend des filles, qu'on l'appelle et qu'on lui envoie de l'argent. Puis il donne le nom d'un motel où se cache son contact. Thomas. En route, Maribeth apprend que Christian l'a aidé depuis longtemps en lui transmettant discrètement des informations sur des criminels. Elle veut associer un agent à l'enquête, mais Christian dit qu'il connaît la personne idéale. Braxton s'installe dans un hôtel à Berlin et met longtemps à se décider avant d'appeler un chenil. Il veut prendre un chiot. La propriétaire lui rappelle l'accord, elle ne le lui donnera que dans 2 semaines. Cela met l'homme très en colère.
Il rend visite à une blonde et celle-ci répond avec effroi à ses questions sur ses passe-temps. Son frère Christian l'appelle et lui demande de l'aide. Braxton est agacé car la dernière fois qu'il a aidé, ça lui a presque coûté sa carrière. Et en plus, il pourrait appeler juste pour parler et pas seulement pour une affaire. Il écourte vite la conversation. La blonde le supplie de ne pas la toucher. L'homme ricane et s'en va en passant devant des corps étendus dans toute la maison. Marie-Beth avoue à Christian qu'elle ne se sent plus digne de son poste car elle l'a obtenu grâce à lui. L'homme parle de son frère disant qu'ils ne se sont pas vus depuis 8 ans et que celui-ci pense qu'il ne l'apprécie pas. La femme conseille de complimenter Braxton, ce que Christian fait lorsque celui-ci arrive. Mais l'homme devine que c'est l'idée de Marie-Beth. Les frères prennent une chambre dans le motel où vit Thomas. Ils font venir des prostituées et leur demandent ce qu'il faudrait leur faire pour qu'elles appellent leur proxénète à l'aide. Une fille accepte contre paiement d'appeler Thomas et ment en disant que les clients les retiennent. Pendant ce temps, Marie-Beth parle à un collègue. Il dit que le père d'Edith, qui avait chargé King de la retrouver, a été tué. Le mari d'Edith est mort aussi, abattu par des membres d'un cartel, car, très probablement, ils n'ont pas réussi à vendre l'illégal comme esclave. Et Thomas se présente dans la chambre des frères. Braxton l'assomme et on cache l'homme dans le coffre de la voiture de Marie-Beth. La femme s'indigne. Quoi, ils sont des ravisseurs. Si la police arrête la voiture, on fait quoi alors ? Christian appelle son assistante et lui demande d'organiser des feux verts sur la route et de signaler un cambriolage ailleurs pour que Marie-Beth puisse rentrer chez elle sans encombre. Le matin, ils discutent de la suite. Christian mobilise son équipe de l'Académie des neurosciences, des enfants surdoués en informatique. Ils trouvent une vidéo avec Anaïs. On y voit la fille quitter tranquillement le club, ce qui signifie qu'elle n'a pas peur des tirs, et cacher son visage, ce qui indique qu'elle connaît l'emplacement des caméras. Mais elle est apparue sur la photo d'une femme qui prenait un selfie. Les jeunes trouvent l'adresse de cette dernière, piratent son système de maison connecté et accèdent à son ordinateur portable. Ils la distraient en allumant des appareils ou en sonnant à la porte et trouvent le cliché. Ils comprennent que l'inconnu est impliqué dans les meurtres figurant sur les photos du détective, mais son nom demeure inconnu. La bande se demande pourquoi King a rencontré la tueuse. Alors Braxton avoue que la fille n'a pas tué toutes ces personnes, car certaines, c'est lui-même qui les a liquidées. C'en était la goutte de trop pour Marie-Beth. Elle ne peut plus rester avec des criminels. Christian réplique que les victimes étaient loin d'être des saints. Mais la femme tranche, car ce n'est pas à eux de décider qui doit vivre. Puis elle s'en va. Et là, Thomas crie depuis le coffre. Marie-Beth exige des frères qu'ils le récupèrent, mais ils refusent. Elle dit qu'à l'avenir, elle se passera de leur aide. Marie-Beth accuse Thomas de traite d'êtres humains. Lors d'une réunion préalable, son avocate montre au criminel la photo d'un homme mort, Hick. Elle dit avoir mené des pourparlers similaires avec son avocat, mais l'un a été tué et l'autre a disparu. Cela déstabilise Thomas, qui avoue être impliqué dans l'exploitation d'illégaux. Il reconnaît Edith, en notant qu'elle était discrète et qu'on n'a pas gagné grand-chose sur elle. Elle a eu un accident, a traversé le pare-brise et on l'a emmenée à l'hôpital. Pourquoi elle n'est pas allée voir son père ? Il ne sait pas. L'avocate exige des détails en promettant un accord, mais soudain, un sniper abat Thomas par la fenêtre. Christian apprend l'existence de l'accident et charge son assistante de découvrir la suite. Lui et son frère s'assoient dans le parc de caravane où il vit. Braxton plaisante en disant qu'il est aussi radin que leur père. Une conversation à cœur ouvert s'engage entre les frères et tous deux admettent leur solitude. Braxton dit qu'il compte prendre un chien. Christian plaisante en disant que, sans maison ni horaire fixe, ça fait de lui un type à chat. Les frères démêlent les raisons de leurs années de silence et décident d'aller au bar. Une fille fait connaissance avec Christian. D'abord, il ne comprend pas les sous-entendus, puis il se bat avec son admirateur et obtient le numéro de la beauté. Marie-Beth se rend à l'hôpital où se trouvait Edith. Le médecin refuse de parler et exige un mandat, mais elle montre la carte de l'Académie des neurosciences et promet d'accorder une subvention. L'homme retrouve une vidéo vieille de 5 ans. On y voit une femme dans un état terrible. À cause d'un traumatisme crânien, elle ne se souvenait de rien, mais elle a développé un syndrome du savant, quand des capacités extraordinaires émergent dans un domaine inconnu auparavant. Cette femme s'est muée en combattante. Devenue agressive, elle a assommé un garde et s'est échappée. On envoie à Braxton un nouveau contrat. La photo vise Marie-Beth. Christian voit ce message plus tard et apprend que son frère a refusé le contrat. Son équipe découvre que King a été tué parce qu'il avait retrouvé Edith et que son fils est retenu dans un camp au Mexique.
Anaïs vient chez Marie-Beth, une lutte féroce s'engage et la tueuse l'emporte. Soudain, elle remarque la photo de la famille et comprend d'un coup qu'elle s'y trouve elle-même. La jeune femme se rappelle que Burke a tué son mari et l'a marqué au fer. Chris surgit, Edith s'en va et il aide Marie-Beth. Pendant ce temps, Burke ordonne à Cobb de se débarrasser des enfants du camp. Christian décide d'y aller, Braxton est contre, mais finit par monter en voiture lui aussi. Le camp est à une dizaine de minutes de route. Christian dit à son assistante qu'ils attendront la nuit pour attaquer. Mais la jeune femme voit, grâce au drone, qu'on fait déjà monter les enfants dans un autobus et qu'on creuse une fosse dans le désert. Les frères se préparent au combat. Christian remercie soudain Braxton pour tout. Ils font irruption dans le camp et engagent une fusillade acharnée avec les gardes. Braxton est blessé, mais il dit de le laisser et de sauver les enfants. Christian trouve une voiture, récupère son frère et ils se lancent à la poursuite. Les bandits, eux, poussent déjà les enfants dans la fosse creusée. Les frères arrivent et neutralisent les criminels restants, mais Cobb se sert du fils d'Edith, Alberto, comme bouclier. Braxton abat le scélérat d'un tir précis. Les frères remettent les enfants dans l'autobus et s'en vont. En chemin, Braxton remarque un chat errant et l'emmène avec lui. Christian rit, car il disait bien que son frère était un type à chat. L'assistante de Christian retrouve le chef des tueurs, le fait chanter pour le convaincre d'annuler le contrat visant Marie-Beth et d'envoyer Anaïs chez Burke. La jeune femme le retrouve au Costa Rica, se rappelle comment il lui a gâché la vie et saisit un couteau. Marie-Beth appelle l'Académie des neurosciences et remercie Christian d'avoir reconstitué tout le puzzle. Là-bas, on prépare justement une chambre pour Alberto qui a été admis dans l'équipe d'enfants surdoués. Le frère de Braxton l'invite à emménager dans sa caravane et il accepte, ressentant pour la première fois depuis longtemps qu'il n'est plus seul. C'est à ce moment que le film s'achève. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.